C'est très important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de gens au cabinet qui soit ont été déçus de ne pas être accueillis en hôpital en me disant qu'il n'y avait plus de place, j'avais 2 ans d'attente, il y avait des personnes qui étaient dans un cas d'urgence plus important que moi, donc du coup je passe au second plan alors que je souffre, bref c'était la cata pour elles. D'autres personnes qui au contraire vont me dire moi j'ai été hospitalisée mais soit ça m'a rien fait, soit j'espérais en sortir guérie et puis rien du tout, mes crises ont recommencé ou mon anorexie a recommencé une semaine après, ou ça a fait pire que mieux. Bref, j'observe au cabinet que les personnes qui ont eu une expérience de l'hospitalisation, souvent, ne savent pas ce qu'elles peuvent en attendre. Et le danger de ça, c'est que si elles espèrent obtenir de ça quelque chose qui n'existe pas, c'est la déception assurée, c'est la culpabilité. On m'avait dit, ou j'avais cru comprendre que j'aurais pu guérir avec ça, et en fait non, c'est que je suis nulle, c'est que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas de volonté. Avec parfois aussi une incompréhension des proches. Comment ça, malgré l'hospitalisation, tu n'y arrives pas, c'est que tu mets pas de tien, etc. etc. Voilà. Donc très important pour moi d'éviter au maximum de personnes des déceptions, de la culpabilité qui serait inutile. Concernant l'hospitalisation, voilà ce que j'aimerais aborder. J'aimerais qu'on voit ensemble à quoi ça sert vraiment, ce qu'on peut en attendre. Et ensuite qu'on voit ce qu'on ne peut pas en attendre parce que ça ne fonctionne pas comme ça et pourquoi ça ne marche pas dans le processus de guérison. Ou plutôt pourquoi ça ne permet pas de guérir complètement une fois sorti de l'hôpital. Ok, commençons. L'hospitalisation, à quoi ça sert ? Vous comprendrez très vite que cette vidéo n'est pas du tout un plaidoyer contre l'hospitalisation, pas du tout, c'est juste pour savoir ce qu'on peut en attendre. Et ce qu'on peut en attendre, c'est, premièrement, sauver le corps. Une personne qui est tellement dénutrie, malnutrie, qui vomit tellement que son corps est tellement abîmé que sa santé est en danger, a un grand intérêt à se faire hospitaliser. L'hospitalisation, c'est quoi ? C'est la garantie d'un suivi médical, même s'il est basique. La garantie d'être surveillé dans ce qu'on mange, d'être obligé de manger quand on mange trop peu, même si c'est difficile, d'être obligé de manger en quantité suffisante quand on mange trop, et même si c'est difficile. C'est être surveillé pour les vomissements, être surveillé pour les autres addictions, bref, être encadré. Et permettre, ou plutôt empêcher pendant un temps donné, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, aux compulsions, qu'elles soient alimentaires de gavage, qu'elles soient alimentaires de restriction, qu'elles soient les compulsions de vomissement, de scarification ou autres, d'être limitées. C'est un temps de pause où vous pouvez foutre la paix à votre corps. Donc d'un point de vue biologique, c'est essentiel. Vous foutez la paix à votre corps parce qu'il y a moins de compulsions, il y a moins de crises. Pas moins de compulsions, moins de crises. Vous êtes suivi par des médecins qui peuvent vous compléter alimentairement parlant au travers de vitamines et de minéraux essentiels pour requinquer votre corps. Vous avez aussi comme intérêt d'avoir accès en permanence à des infirmières, peut-être pas en permanence mais au moins à des psychologues, et de pouvoir parler, et aussi l'accès à d'autres personnes qui, comme vous, souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire d'être entouré de personnes qui peuvent comprendre votre souffrance, qui savent que ce n'est pas qu'une question de volonté, et bien loin de ça d'ailleurs, que oui, c'est vraiment une galère, que oui, vous ne le faites pas exprès, que oui, c'est la merde, voilà. Et ça fait du bien parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation, hop, vous êtes tous dans la même galère en quelque sorte. Et l'avantage aussi de l'hospitalisation, si ce n'est pas de guérir, c'est au moins d'impulser un accompagnement thérapeutique, d'impulser un mieux-être. C'est l'occasion de se dire, ok, là je suis là pour penser à moi et penser à rien d'autre que moi, ou que mon bien-être. Je suis là pour m'occuper de moi, je suis là pour parler, pour commencer à voir ce qui va pas dans ma vie, ce qui me plaît pas, commencer à repérer qui je suis, ce que j'aime pas, commencer à extérioriser mes émotions, à exprimer mes émotions. Donc un premier travail thérapeutique, on pourrait dire. Dans les meilleurs hôpitaux, on peut trouver des ateliers d'expression de soi, que ce soit par l'art, par le dessin, par la peinture, par la sculpture, d'expression de soi par le théâtre.
d'expression de soi parfois par des cours de communication non violente et c'est génial. Et c'est vraiment le début du travail, pareil avec le psy. Donc je reprends. L'hospitalisation permet de sauver le corps par des compléments alimentaires s'il y en a besoin, par une alimentation un peu plus saine, par limiter les crises alimentaires, qu'elles soient de gavage ou de restriction, de vomissement ou autre. Ça permet d'impulser, d'amorcer un travail thérapeutique et ça permet d'avoir sous la main des personnes compréhensives, que ce soit des personnes comme vous en souffrance ou des professionnels de santé comme des infirmières ou des thérapeutes. Donc ça c'est pour la partie positive. Qui n'est pas forcément positif mais peut-être un peu décevant pour les personnes qui espèrent tellement dans l'hospitalisation, c'est que ça n'est pas fait pour vous faire guérir. Je ne pense pas qu'un thérapeute d'hôpital vous ait un jour dit qu'en sortant tout serait ok pour vous. Parce que c'est techniquement impossible et pour plusieurs raisons. La première, qui serait peut-être d'un point de vue biologique, est que l'hôpital ne va pas forcément aller vérifier s'il y a des désordres biologiques qui peuvent impulser, qui peuvent générer, qui peuvent engendrer chez vous des crises alimentaires, une fois encore, qu'elles soient de gavage, de restriction, de vomissement ou autre. Je m'explique. S'il y a des intolérances alimentaires, imaginons que vous soyez intolérant au gluten, au lait, aux œufs, aux petits pois, aux haricots verts ou je ne sais quel aliment encore. Le fait d'en consommer va faire que vous allez en avoir envie encore et encore et encore. En hôpital, on ne vous demande pas quelle est la liste de vos intolérances alimentaires. On ne vous fait pas faire de test d'intolérance alimentaire et on vous donne à manger comme à tout le monde un équilibre alimentaire à la française tel que des nutritionnistes classiques ou de formation classique pourraient vous les donner avec du lait, un fruit, des protéines, des légumes et des féculents. Sans forcément vous demander si c'est ce que votre corps a vraiment, ce dont votre corps a vraiment besoin, sans vous demander si c'est bon pour votre corps. Parce qu'une fois encore, s'il y a par exemple une intolérance alimentaire, ça peut foutre la merde. Deuxième chose qu'il ne vérifie pas, c'est s'il y a par exemple des bactéries. Notre système digestif est fait pour recevoir des bactéries, il y en a de plus en plus au fur et à mesure où on descend dans le système digestif, notamment énormément au niveau des intestins. Et c'est normal qu'il y ait des bactéries. Dans certains cas, quand vous prenez par exemple trop, ou que vous avez pris trop d'antibiotiques, ou qu'il y a eu des gros chocs émotionnels, ou que dès le départ, votre flore intestinale est malmenée ou mal équilibrée, il peut y avoir un déséquilibre de ces bactéries, et certaines d'entre elles trop présentes. Je pense par exemple à la bactérie qui s'appelle Candida albicans, qui en trop grande quantité dans votre corps peut générer des crises de sucré, des envies de sucre, de levure, donc tout ce qui va être gâteau, tout ce qui va être bonbon, tout ce qui va être viennoiserie, etc. Votre candidose, votre Candida albicans vont en avoir besoin beaucoup. J'ai déjà rencontré des clients qui avaient une candidose dans la bouche, dans les intestins, dans l'estomac, et au niveau vaginal, et il y avait tout ça qui appelait au sucre en permanence. On comprend que ça puisse poser problème. Ça, par exemple, ça n'est pas vérifié en hospitalisation. Pareil pour l'Helicobacter pylori. Pareil pour les reflux, les reflux gastriques. Gastro-œsophagiens. Si votre estomac, pour des raisons qui lui appartiennent, fait remonter de l'acidité ici dans votre œsophage, que vous le sentiez ou non, ça peut créer une espèce de brûlure micro ou macro qui va vous donner faim ou qui va vous donner l'impression d'avoir faim. Pourquoi? Parce que quand vous mangez, ça calme pendant quelques secondes la brûlure, ça fait... Ça par exemple, à ma connaissance, on ne va pas le vérifier en hôpital. Donc il y a un facteur biologique, médical, qui n'est pas vérifié, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, tout simplement, parce que peut-être ils n'en ont pas les connaissances, toute cette médecine holistique qui tient compte vraiment du corps et de son équilibre dans son intégralité, dans son entier, est malheureusement encore peu connue du système médical français allopathique classique.
Deuxième facteur, ça va être un facteur de limite de moyens en matière d'accompagnement thérapeutique. Pour sortir d'un trouble alimentaire, vous avez intérêt déjà à les repérer. Vous, qu'est-ce qui vous fait peur à l'idée d'aller bien? Il est très très fréquemment question de bah oui mais si je vais bien on va m'en demander trop, on va être exigeant vis-à-vis de moi, je vais être obligée d'aller bosser et je vais me confronter à des difficultés auxquelles je ne sais pas faire face. Si je vais bien, je vais avoir des problèmes relationnels, des problèmes émotionnels que je ne saurais pas gérer puisque je n'aurai pas ma boulimie, mon anorexie, mon hyperphagie pour gérer mes émotions. Donc pour sortir d'un trouble alimentaire, il y a à apprendre à gérer ses émotions, à apprendre à s'affirmer. À dire oui, à dire non, à refuser ce qui est inacceptable pour vous, à faire valoir vos droits, à oser demander, à nourrir vos besoins, être attentive à ce qui vous déplaît au quotidien et ce qui vous plairait mieux à la place. Et bien ça, il n'y a pas de thérapeutes qui sont formés pour ça ou pas suffisamment. Vous allez faire un peu de théâtre, vous allez faire un peu de dessin, peut-être qu'il y aura des ateliers, mais c'est pas suffisant. Un, parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Deux, parce que même s'il y en a, ça ne va pas être adapté à vous individuellement. Les raisons qui font que vous n'osez pas dire non ne seront pas les mêmes que les raisons pour lesquelles une autre personne n'osera pas dire non. Si 150 personnes dans une pièce n'osent pas dire non, elles auront 150 raisons différentes de ne pas oser dire non et auront besoin de 150 façons différentes d'aborder la chose en thérapie pour oser enfin dire non à ce qui ne leur convient pas. On comprend bien qu'en hôpital, ça, c'est pas possible. Et ce qui n'est pas possible non plus à cette idée, au-delà du manque de thérapeutes pour pouvoir accompagner les personnes hospitalisées dans cette direction-là, ben c'est le manque de temps. Qu'est-ce qui fait qu'une thérapie fonctionne? Je reprends cet exemple d'oser dire non. Une personne vient en séance, elle me dit que bah oui mais le problème c'est qu'elle dit oui à tout et que comme elle dit oui à tout elle subit et que comme elle subit bah, sa vie est pourrie parce qu'elle est faite de choses qui ne lui ressemblent pas, qui ne lui conviennent pas, qui ne lui font pas du bien. Et on fait en sorte ensemble de voir ce qui l'empêche de dire non, de recadrer tout ça, de le voir sous un autre angle, de développer des ressources, d'apprendre comment est-ce qu'on peut dire non en étant certaine de ne pas blesser l'autre. Et il ne s'agit pas, après cette séance-là, de l'envoyer dans son quotidien en disant « ça y est, c'est fait, elle sait dire non », parce que ça n'est jamais comme ça que ça se passe. La personne au quotidien, après une séance pendant laquelle elle a appris à dire non, va retourner dans son quotidien. Et comme à chaque séance, il va y avoir des moments où elle n'osera pas du tout dire non et donc elle ne l'aura pas du tout expérimenté. Des moments où elle aura un peu osé et à la dernière minute elle se sera rétractée. Des moments où elle aura vraiment osé et où ça ne se sera pas passé comme elle le souhaite. Et des moments où elle aura dit non et où ça se sera bien passé. Et bien, ces 4 choses-là sont à voir la séance d'après. Ah bon, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas osé? Qu'est-ce qui fait que ça a été difficile pour toi? Je dis pour toi parce que j'ai un souvenir récent d'une adolescente que je tutoyais donc, mais qu'est-ce qui a été difficile pour vous à l'idée de dire non? Et on travaille dessus. Quand vous avez essayé et que vous vous êtes rétracté, qu'est-ce qui vous a fait vous rétracter? C'était quoi toutes les conditions qui ont été réunies pour vous faire vous rétracter? Et on bosse là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez osé et que ça n'était pas comme vous vouliez? Que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez? Qu'est-ce que vous attendiez? Comment vous avez dit les choses qui fait que vous avez obtenu ça en retour? Qu'est-ce qui fait que l'autre a pu se sentir blessé, agacé, énervé ou frustré par votre non? Et quand vous avez osé et que ça a marché, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Parce que c'est aussi important de valider les réussites. Sauf que pour faire ça, bah si vous êtes coupé de votre quotidien, comment vous faites? Apprendre à le faire entre vous, à l'hôpital, parce que vous auriez dans l'idéal appris à le faire, oui. Mais ce ne sont pas les collègues d'hôpital qui vous font peur à l'idée de dire non. Elles sont dans la même galère que vous, elles ont les mêmes difficultés. A priori, elles vont faire gaffe à vous comme vous feriez gaffe à elles ou comme vous auriez envie qu'on fasse gaffe à vous-même. Non, non, ce qui vous fait peur, c'est dehors. Parce que c'est bien avec les vrais gens, comme je dis, de dehors, que vous avez à négocier au quotidien. C'est avec les relations de dehors que vous avez à trouver, enfin pour lesquelles vous avez à trouver les ressources intérieures pour rester en équilibre.
Si mes parents me jugent, me critiquent ou attendent de moi quelque chose qu'ils n'obtiennent pas ou se montrent déçus, comment je fais pour rester en équilibre? Si mon boss me critique, me juge, me fout une pression d'enfer, si de ne pas avoir fait le chiffre ça me stresse, si mon emploi du temps me stresse parce que j'ai trop de choses à faire, pardon, et que j'arrive pas à m'organiser, comment je fais pour gérer mes émotions? Ça, y a pas ça à l'hôpital et c'est bien normal. Et puis surtout, à l'hôpital, vous êtes complètement déconnecté de ce qui vous pose problème au quotidien. Donc bien sûr, pendant un temps, ça va vous faire souffler. Imaginons une personne... voilà, je vais prendre un exemple. Je reçois une jeune fille au cabinet, 15 ans, qui, depuis qu'elle comprend ce qu'on lui dit, entend de la part de son père tous les jours: tu es grosse ma fille, tu es grosse, oh mais qu'est-ce que t'es grosse, oh mais qu'est-ce qu'elles sont grosses tes cuisses, ah, etc. etc. On peut imaginer le problème que ça lui crée. Hein. Bah forcément, si cette jeune fille-là est hospitalisée pendant 1, 2, 3 mois à l'hôpital, pendant 3 mois, ouf, on lui dit pas qu'elle est grosse. Pendant 3 mois, elle est entourée de jeunes filles qui vont même la valoriser. Elle va être entourée de thérapeutes qui vont peut-être lui apprendre à reprendre contact avec son corps, peut-être même à se trouver jolie. Bien sûr que pendant 3 mois, ça va aller déjà un petit peu mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer quand elle va rentrer chez elle? Quand dès qu'elle va arriver, le premier jour, son père va lui dire: bah dis donc, t'es quand même encore grosse, hein. Parce que pour une raison qui appartient à son père, ça le rassure de lui dire ça. Bah, elle va peut-être tenir 1 journée, 2 journées, 3 journées, et puis elle repart au point de départ. Et c'est normal. Quelque chose me revenait aussi sur... oui, sur ce qui fait que... Enfin, sur la limite de l'hôpital et ce qui fait que ça ne guérit pas. Donc pendant 3 mois, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 15 jours, enfin pendant le temps d'hospitalisation, vous allez être coupé de vos crises, mais pas de vos compulsions. Ceux qui ont été Ceux qui ont été hospitalisés le savent très bien. Si pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus pour certaines personnes, elles ont été coupées de leur crise de restriction, de gavage, de vomissement, l'envie de faire une crise, l'envie de se restreindre, l'envie de se gaver, l'envie de vomir, l'envie de se scarifier et autres reste, elle, bel et bien présente. Ben oui, les difficultés émotionnelles, elles sont là, elles sont bien là. Il ne faut pas croire qu'en hôpital on est coupé de ces émotions-là, pas du tout, parce que même si on est un peu loin des problèmes du quotidien, ben il y en a des problèmes à l'hôpital. Parce que même si tout le monde est plus ou moins bienveillant les uns avec les autres, ben, la présence des autres qui sont différents de nous, ben, parfois ça fait chier. Ça va être la nana qui s'en sort mieux que nous dans les ateliers, ça va être votre impression d'être nulle parfois, votre impression de ne pas y arriver, vos phases de découragement, le fait de ne pas être seul dans une chambre, le fait de mal dormir, le fait de ne pas pouvoir sortir, tout ça c'est plein d'émotions qui vont surgir et pour lesquelles votre cerveau, votre inconscient n'aura pas la stratégie qu'il a habituellement pour le gérer. Il ne faut pas croire que parce que d'un seul coup vous ne pourrez pas manger, vomir, vous affamer, ça va résoudre l'émotion. Non, 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 elle va se squatter, s'amplifier le nombre de pétages de câbles qu'il y a en hôpital. Tant mieux d'ailleurs si les personnes pètent un câble, mais ça ne vous apprend pas à les gérer ces émotions. C'est pas simple, hein, l'hospitalisation. Ça peut être utile, mais il ne faut pas penser que c'est simple parce que ça ne l'est pas et loin de là. Donc les émotions sont là, vous n'avez pas la stratégie pour manger, donc ouf, pendant un certain temps, vous ne bouffez pas, vous ne vous affamez pas, vous ne vomissez pas, ou très très peu, puisque certaines y arrivent quand même un peu en cachette. Donc ça va mieux, mais l'envie de le faire est là. Qu'est-ce qui se passe à la sortie? Plus rien ne vous en empêche. Les placards sont là, même si vos parents vous surveillent, ou votre conjoint, ou vos enfants, bah, ils sont pas là tout le temps. Vos enfants partent à l'école, votre conjoint part au boulot, vos parents mènent leur vie et vous vous retrouvez seul chez vous. Avec le placard, avec les gâteaux à manger, avec les toilettes à disposition pour vomir et avec rien qui vous en empêche. Le premier jour vous allez tenir, le deuxième jour vous allez tenir et ça va être de plus en plus difficile de tenir. Et parce que la motivation n'entre pas en jeu là-dedans ou pas suffisamment, bien sûr que vous allez recraquer. Les personnes que j'accompagne en cabinet, qui ont été hospitalisées, me racontent souvent que passé une journée, elles avaient déjà envie de revenir en arrière. Que passé une semaine, la plupart du temps, elles avaient cédé.
Celles qui ne cèdent pas avant un mois, par exemple, sont celles qui vont être tellement entourées qu'on les en empêche en fait. Mais l'envie est là et elle recraque et c'est normal. Une des limites de l'hospitalisation, et non des moindres, c'est vraiment important de le savoir, c'est que coupé de votre trouble du comportement alimentaire, votre cerveau va être obligé de trouver d'autres techniques. Et si il avait pour habitude de ne pas utiliser des techniques simples, comme dire ce qui ne va pas, parler de son quotidien, se plaindre, râler, pester, faire des demandes aux autres, dire non, s'il ne le faisait pas habituellement, c'est qu'il avait des raisons, donc il ne le fera pas à l'hôpital non plus, ni à la sortie. Donc votre cerveau est obligé de trouver d'autres techniques pour gérer l'émotion qui est trop forte et qui ne peut pas s'exprimer sainement, pour différentes raisons une fois encore. Et malheureusement, on trouve chez les personnes qui ont plusieurs addictions, par exemple à l'alcool, à la scarification, au shit, en plus de la bouffe par exemple, une origine qui apparaît lors de l'hospitalisation. Bah oui, votre cerveau, il peut pas utiliser, votre corps, il peut pas utiliser la bouffe, ou l'absence de bouffe, ou le vomissement pour vous calmer, pour vous apaiser, pour souffler, pour extérioriser, pour vous vider de ce qui est trop plein, pour dégonfler. Ben, il va être bien obligé de trouver autre chose. Et pire encore, quand les autres autour de vous donnent des astuces auxquelles vous n'aviez peut-être pas forcément pensé parce que c'était pas dans votre quotidien. Donc la personne va me dire, bah ouais, soit à l'hôpital, soit à la sortie de l'hôpital, comme j'avais pas envie de faire tout ça pour rien, ben, au bout de 3 mois d'hospitalisation, premier jour je sors, j'ai envie de manger, ben je peux pas manger, ben qu'est-ce que je fais? Je bois. Première soirée entre potes, je remarque qu'une bière a plus ou moins le même effet, que ça m'apaise, 2 bières, 3 bières, puis des alcools plus forts. Et c'est pareil pour le shit, c'est pareil pour la scarification. Le nombre de personnes qui commencent à se scarifier pendant leur période d'hôpital, c'est juste hallucinant. Qu'est-ce qu'il y a d'autres limites encore à l'hospitalisation? Oui, parfois l'environnement pose problème. Le cadre familial, le cadre amoureux, parfois c'est ce qui consolide une personne, parfois ça fait partie de sa base. Donc quand les parents, le conjoint, le boulot fait chier et qu'on en est coupé pendant 3 mois, ben c'est plutôt cool, ça soulage, même si une fois qu'on y retourne, on n'a pas forcément les ressources pour y faire face. Mais par contre, quand les parents, quand la sœur jumelle ou autre, quand le petit ami, quand un membre de la famille, un ami, est vraiment un point de force, une personne à qui on peut se confier, la seule personne auprès de qui on arrive à extérioriser ses émotions et qu'on en est coupé, ben parfois ça fait pire que mieux. Parfois être à l'hôpital sans cette personne, ça peut être pire que hors de l'hôpital avec cette personne. C'est pas les cas les plus importants, mais ça fait partie du jeu. Donc l'hospitalisation, pourquoi pas, mais pas si vous espérez guérir, c'est pas fait pour ça. Si vous avez besoin d'une parenthèse, pour souffler pendant 3 mois, même si tout ne sera pas parfait, pour permettre à votre corps de se régénérer un peu, pourquoi pas, allez-y. Mais en conscience qu'une fois que vous sortirez, ça ne sera pas gagné encore. Et loin de là, c'est juste un début, c'est juste une amorce. Il est essentiel, dès le premier jour, dès la première semaine de sortie d'hôpital, et même peut-être dès le lendemain, de vous faire accompagner par un thérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Un professionnel qui saura vous aider à gérer vos émotions, qui va vous aider à trouver les moyens de vous affirmer. Une fois encore, de dire non à ce qui ne vous convient pas, de dire oui à ce qui vous convient, de repérer ce qui ne vous convient pas, de le distinguer de ce qui vous convient, d'oser demander aux autres de faire autrement, d'oser négocier avec les autres, d'oser exiger des autres, d'oser faire des choix qui vous ressemblent. Dès la sortie de l'hôpital, il sera important de vous faire accompagner sur un plan biologique. Ce qu'on appelle des médecins orthomoléculaires, par exemple, ce qu'on appelle maintenant des nutrithérapeutes, mais je trouve que le mot prête à confusion, ou micronutritionnistes, vont vous aider à aller faire des prises de sang, des analyses d'urine, des tests d'intolérance alimentaire ou autres, même parfois des radios de votre corps, pour aller voir qu'est-ce qui dysfonctionne.
Est-ce qu'il y a un déséquilibre du système digestif? Est-ce que vous avez des difficultés à digérer qui vous engendrent des douleurs physiques qui créent ce trouble du comportement alimentaire? Est-ce qu'il y a des carences? Est-ce qu'il y a des déficits qui sont à compléter? Bon, si je résume, l'hospitalisation, pourquoi pas, à condition de savoir ce qu'on peut en attendre. Une fois qu'on sait ce qu'on peut en attendre, à la sortie, si les crises sont là, on se dit juste que c'est normal. Si on a encore envie de s'affamer, on peut se dire que c'est normal, parce que l'hospitalisation n'est pas faite pour nous couper de ça. Si on a encore envie de se gaver, de vomir, de se scarifier, c'est normal. L'hospitalisation n'est pas faite pour vous faire guérir. L'hospitalisation est une amorce. À la sortie de l'hôpital, si vous décidez d'y aller, vous avez à faire la même chose que si vous n'y étiez pas allé. 2 accompagnements parallèles. Un accompagnement sur le plan biologique pour aller consolider votre corps de l'intérieur. Et deuxièmement, accompagnement émotionnel et comportemental pour apprendre à gérer vos émotions et vous affirmer.